bonsoir à toutes et à tous. J'ose espérer que ce sera tout bénéf pour tous ceux qui nous regardent d'ici et d'ailleurs. Et encore une fois, toutes mes félicitations. Mon nom c'est Abdoulaye Thiam, à l'identité c'est Abdoulaye Boubou Thiam. Je suis de l'ethnie Fulani, je suis né le 4 février 1976 au nord du Sénégal, dans un petit village qui s'appelle Tchempeng, frontalier avec la Mauritanie, beaucoup plus proche du Mali d'ailleurs, parce que mes origines du côté de mon père, ils viennent de Ségou, c'est les Tchams de Ségou qu'il connaît très bien. Ma maman aussi vient de la Guinée, donc moi je suis né au Sénégal, donc je peux avoir 3 nationalités. Donc je peux avoir 3 nationalités, donc après j'ai fait mes études là-bas, après les études j'ai obtenu le bac, je suis parti à l'université, j'ai fait des études en droit. J'ai préféré intégrer le groupe Sud Communication où je travaille. C'est le premier groupe privé du Sénégal, indépendant. Donc, je suis à ma 25e année au groupe Sud Communication. J'ai gravi tous les échelons là-bas, d'abord comme pigiste, après comme reporter, puis chef de desk sport, chef d'édition, rédacteur en chef, directeur de publication adjoint et aujourd'hui coordonnateur. Je suis par ailleurs président de l'Association nationale de la presse sportive du Sénégal depuis 2017 et président de l'AIPS Afrique depuis le 25 février 2023. Grosso modo, voilà, Abdoulaye Thiam, j'ai fait plusieurs Coupes d'Afrique, des Coupes du Monde, des Jeux Olympiques, des Championnats du monde d'athlétisme, des Jeux Olympiques. Voilà. Le gala constitue l'agenda, l'élément phare de l'ANPS parce que nous l'organisons chaque année. C'était la 19e édition cette année-ci. Donc c'est juste pour récompenser les meilleurs sportifs sénégalais de l'année. En dehors des meilleurs sportifs, bien sûr, il y a aussi des légendes du sport sénégalais. Quand je dis légendes, c'est soit des dirigeants, des personnalités comme Lamine Diack, comme Keba Mbaye, comme Amadou Diagne Ndiaye, des présidents de fédération, de confédération ou de fédération nationale, continentale, zonale, et ainsi de suite. Des gens qui ont marqué le sport sénégalais. Mais jusqu'à une période récente, on récompensait les athlètes et les dirigeants, mais on ne pensait pas aux journalistes. Là, on a rectifié le tir. Depuis un certain temps, on a dit non, il faut quand même que la nouvelle génération sache qu'il y a aussi des journalistes qui ont marqué d'une empreinte indélébile ce pays-là, le sport de ce pays. Donc on a commencé aussi à récompenser des anciens journalistes. Et ça se fait lors d'un dîner de gala où on réunit l'ensemble des fédérations sportives, des présidents de fédération, l'ensemble des lauréats. Cette année, il y en avait 5. Et le prix majeur qui porte le nom de El Hadj Amadou Diaba, le seul athlète qui a remporté une médaille d'argent en 1988 à Séoul, c'est Salissar, qui est aussi une athlète, certainement vous la connaissez. Elle a fait une grosse performance à Paris 2024. Elle a fait aussi une très grosse performance lors des derniers Jeux islamiques qui sont déroulés à Riyad. Il y a aussi les sportifs, il y a les footballeurs pour le ballon d'or Gilles-François Bocandé, parce que nous, ce qu'on a voulu faire, je pense que c'est important aussi, à un moment donné, j'ai vu que Franck Simon était là, le ballon d'or est une marque déposée. Donc on ne peut pas continuer à faire du copier-coller, il faut quand même valoriser ceux qui ont eu à faire de grandes choses dans ce pays. C'est pourquoi nous avons un trophée qui s'appelle trophée Gilles-François Bocandé. Gilles Bocandé, certainement vous le connaissez. C'est un ancien international sénégalais qui a joué à Metz, qui a été l'un des premiers noirs à devenir meilleur du championnat de France, qui est maintenant décédé. On récompense aussi la lutte. Je ne sais pas si vous connaissez cette discipline sportive, parce qu'il y a la lutte avec frappe et la lutte sans frappe, qui est une discipline exclusivement sénégambienne. On les récompense. Et après, maintenant, on joint l'utile à l'agréable avec un artiste qui vient jouer en live direct pour que les gens puissent véritablement passer une bonne soirée. Voilà, grosso modo, c'est ce que je pouvais vous dire sur le gala, qui est un événement phare, qui est aujourd'hui, que l'ensemble des dirigeants enregistrent dans leur agenda, parce que c'est présidé tout le temps par le ministre des Sports, l'ensemble des fédérations, le président du comité national olympique et sportif sénégalais. Pour ce qui concerne les accréditations, il y a encore quelques soucis parce que vous savez qu'il y a beaucoup de journalistes qui sont en mode pending, c'est-à-dire en bon français en cours de traitement.
ils n'ont pas encore reçu les accréditations. Or, la CAN démarre le 21. Nous sommes en train de travailler avec la direction de la communication de la CAF pour que ça puisse tomber le plus rapidement possible. Parce que si vous ne disposez pas de l'accréditation aujourd'hui, vous allez avoir des problèmes avec la carte Yalla, dont parlait tout à l'heure mon ami Boubacar. Et si cet aspect-là, j'aurais bien aimé revenir là-dessus parce que nous, à un moment donné, à l'AIPS Afrique, quand on a constaté cet état de fait, la mise en place de la carte Yalla, nous avons écrit une lettre et nous l'avons adressée au président Motsepe pour attirer son attention sur les difficultés que les gens pourraient connaître, surtout les journalistes. Parce qu'il ne faut pas faire quand même d'amalgame, mettre les journalistes dans le même lot que les supporters. Je n'ai pas du tout compris qu'un pays maghrébin, et je le dis à haute et intelligible voix, le Maroc est le pays maghrébin le plus africain. C'est le véritable melting pot. C'est la vérité, ce n'est pas des choses que j'invente compte tenu des relations entre le Maroc et le Sénégal. Je ne peux pas comprendre que le Cameroun ait permis à beaucoup de journalistes d'avoir des visas de débarquement. Une fois au Cameroun, on vous donne un visa de 6 mois. La Côte d'Ivoire fait encore mieux. Vous arrivez à Abidjan, la seule chose que vous revendiquez, c'est un carnet de vaccination et le visa, vous avez, tenez-vous bien, 1 an. Les journalistes viennent dans les compétitions pour faire la promotion de la compétition. On n'est pas venu là-bas comme des fans. Il faut que les gens le comprennent. Nous, après la compétition, on rentre chez nous. Nous voulons suivre les joueurs, nous voulons suivre les dirigeants de la CAF, nous voulons suivre les anciens légendes de la CAF. Nous sommes là pour faire la promotion de la compétition. Donc tout devrait être mis en place pour faciliter notre déplacement. Or, il faut le dire très franchement, cette carte Yalla, elle ne nous facilite pas la chose. Quand j'ai discuté avec la commission d'organisation locale marocaine, ils m'ont fait savoir, oui, le Qatar avait fait la carte Haya. Sauf qu'en tant qu'Africain, je me souviens quand même que l'Afrique du Sud a organisé une Coupe du Monde en 2010. J'étais là. Quand je suis parti chercher mon visa au niveau de l'ambassade de l'Afrique du Sud, les Sud-Africains ont dit, vous avez l'accréditation de la FIFA, vous n'avez plus besoin de visa. Une fois arrivé à Johannesburg, on m'a donné un visa de 6 ans. Aujourd'hui, à mon avis, on aurait dû dispenser les journalistes de la carte Yalla. Parce que nous sommes dans la plateforme de la CAF, tous les journalistes accrédités disposent de leur passeport dedans, ont leur photo dedans, leur date de naissance, ils sont traçables. Et c'est la CAF qui leur a dit, vous remplissez les conditions pour venir couvrir notre compétition. Je ne vois pas pourquoi on devrait mettre quelque chose de plus. Maintenant, les questions sécuritaires, les questions de souveraineté, moi je n'en discute pas, mais je reconnais quand même qu'il y a des lenteurs au niveau de la délivrance des accréditations, même ici au Sénégal, il y en a encore des lenteurs, il y en a beaucoup, il y en a même certains qui ont reçu, qui ont vu leur statut approuvé, mais ne disposent toujours pas de la carte, de la lettre qui atteste que si vous arrivez une fois sur place, voilà le numéro, vous pouvez recueillir votre accréditation. Il y en a d'autres qui sont encore en pending, et nous sommes aujourd'hui le 8. Nous sommes le 8, le temps presse. Ce n'est pas facile. Bon, ils ont essayé comment on appelle encore, d'alléger un tout petit peu la carte Yalla pour les journalistes. Parce que ça, je leur ai même dit ça aux Marocains. Je dis, je ne peux pas comprendre que moi, aujourd'hui, je travaille aux Échos parce qu'on est avec notre ami Boubacar, qu'il décide d'envoyer un journaliste. Mais ce journaliste n'est pas tenu de montrer son relevé de compte bancaire parce que ce sont les Échos qui doivent payer pour lui. Si vous travaillez pour mon groupe Sud Communication, mais moi, je ne suis pas obligé de mettre mon argent, c'est mon groupe qui m'envoie. Donc, pourquoi est-ce qu'on me demanderait, moi, de donner mon relevé bancaire? Pourquoi est-ce qu'on me demanderait le billet d'avion? Si je n'ai pas de billet d'avion, je ne voyage pas. C'est aussi simple que ça, en tout cas pour ce qui concerne les médias. Et là encore, j'attire davantage leur attention. Il y a toujours des difficultés pour la lettre d'accréditation et il y a encore des difficultés, particulièrement pour la carte Yalla. Mais elle ne simplifie pas. Et d'ailleurs, mais pourquoi on devrait dire à un journaliste, votre téléphone, il n'est pas adopté? Est-ce que tout le monde est obligé d'aller chercher un téléphone Android? Pourquoi? Parce que je dois couvrir la CAN, que je dois avoir un téléphone Android. Je dois aller chercher un iPhone 15, 16, 17. Mais si j'ai envie d'avoir un téléphone, c'est juste appeler et recevoir des appels, point à la ligne, je m'en arrête là.
Parce qu'aujourd'hui, si vous utilisez votre téléphone, il y en a certains, on leur dit carrément, non, votre téléphone, il ne répond pas, il n'est plus à mode, je ne sais pas comment on peut l'appeler, les jeunes l'appellent maintenant là, il n'est plus à, voilà. Il faut aller chercher un autre téléphone. Et ça, quand même, je pense que ce n'est pas quelque chose qui facilite le travail des journalistes. Et moi, j'aurais aimé véritablement que les gens revoient, si ce n'est pas trop tard, leur copie, parce que cette CAN-là, elle devrait être l'une des plus belles CAN. La Côte d'Ivoire a organisé, très franchement, une CAN triple XL, une très belle compétition, à tout point de vue, sur le plan des buts, sur le plan de l'organisation, sur le plan de la circuit. À tout point de vue, la Côte d'Ivoire a réussi sa CAN. Et le Maroc n'a pas le droit de faire moins. Nous, ce qu'on a dit, c'est simple. C'est-à-dire, l'idéal pour nous aurait été de dispenser les journalistes. J'ai dit bien cette catégorie, de dispenser, ça c'est notre point de vue personnel, dispenser les journalistes de l'application Yalla. Vous avez votre accréditation, vous débarquez, quand vous embarquez à l'aéroport, on vous laisse embarquer. Quand vous êtes arrivé à l'aéroport de débarquement, on vous fait un visa. C'est aussi simple que ça. Le Cameroun, je le rappelle, l'a fait. Pour 1 mois, ils nous ont donné 6 mois. La Côte d'Ivoire, pour 1 mois, a donné aux journalistes africains 1 an. L'Afrique du Sud, pour une compétition qui s'appelle la Coupe du Monde, 2 fois plus importante encore une fois que la CAN, a donné des visas de 6 mois. Ce que pour ces pays-là, le Maroc devrait pouvoir faire plus. Maintenant, il y a d'autres aspects qui rentrent en considération que nous, en tant que journalistes, on ne peut pas comprendre. Et on pourrait, par exemple, si on nous... Bon, ce n'est même pas la peine qu'on nous explique. Si c'est des questions de sécurité ou autre, on est obligé de se plier. C'est une question aussi de souveraineté parce que la délivrance de visa, accepter visa pour tel pays, refuser visa pour tel pays, ça c'est une question de souveraineté. Mais quand on décide d'organiser une compétition, il y a un cahier de charges à remplir. Aujourd'hui, les États-Unis ne peuvent pas dire diplomatiquement nous avons des problèmes avec l'Iran, donc les Iraniens ne diront pas à la coupe aux États-Unis. Si tu organises une coupe du monde ou des Jeux Olympiques, quelles que soient les relations diplomatiques que le Sénégal peut avoir avec Israël, il ne peut pas dire aux Israéliens vous ne venez pas. Parce que quand vous signez le cahier de charges, vous acceptez tout le monde, sans exception. Tout le monde se souvient des problèmes qu'il y a. Les gens ont soulevé beaucoup de problèmes, et ça, quand même, c'est connu pour les Européens. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit sur le Qatar? Le Qatar a organisé l'une des plus belles Coupes du monde, jamais organisée de 1930 à maintenant. Et c'est ça que je souhaite pour le Maroc. C'est pourquoi je dis, aujourd'hui, le constat, il est là. Nous allons revenir encore à la charge pour les sensibiliser des difficultés auxquelles, encore une fois, les journalistes sont confrontés. À commencer par moi-même. Moi qui vous parle aujourd'hui, si je voulais me rendre au Maroc demain, je ne peux pas. Parce que je n'ai ni le visa, ni la carte Yalla. Moi-même. Mais je ne parle pas pour moi, je parle pour l'ensemble des journalistes. Donc, pour le moment, ils ont allégé le process. Là où il faut mettre le billet, vous mettez directement votre accréditation. Là où il faut mettre le relevé bancaire, vous mettez encore votre accréditation. Là où il faut mettre l'hébergement, vous mettez encore votre accréditation. Ça, c'est pour soulager les journalistes. On est d'accord là-dessus. Sauf que, donc, l'autre problème, il faut que la CAF libère rapidement les accréditations pour que les gens puissent remplir. S'il reste que des problèmes techniques, ça, on pourrait toujours s'arranger pour voir quels sont les problèmes techniques qu'on devra régler. Nous sommes en tout cas, Nadège, si je peux me permettre le tutoiement, nous sommes toujours dans cette dynamique-là. Nous continuons à travailler et avec la direction de la communication de la CAF et avec le comité d'organisation locale. Et je profite de votre antenne pour remercier encore une fois le président Fawzi Lerja qui nous a mis en relation directe avec le coordonnateur de la Fédération royale marocaine de football, Mohamed Hadji. Aujourd'hui même, il m'a encore appelé parce que j'avais quelques soucis. Il y a beaucoup de journalistes qui m'ont appelé. Ils étaient dans l'obligation de lui transmettre l'ensemble de ces messages venant de nos autres confrères et consoeurs africains. Au-delà de la crise économique, on sait très bien que les médias africains n'ont pas suffisamment de moyens pour concurrencer aujourd'hui des médias européens, voire même asiatiques, parce que la tendance maintenant c'est Being Sport et autres. Donc ça c'est un aspect. L'autre problématique c'est peut-être lié au droit de télévision, pour parler, pour mettre le curseur sur l'audiovisuel. Moi, je sais que la CAF, la première rentrée de fonds de la CAF, c'est la CAN. C'est la principale
activité pour la CAF pour avoir de l'argent. Ils sont obligés vraiment de tenir, bien gérer la CAN pour continuer à renflouer les caisses et à mener à bien leur mission. Toutefois, j'ai une grosse crainte que cette CAN-là ne puisse pas être regardée par des Africains. Ça, c'est un aspect, un clin d'œil que je voulais quand même faire sur les droits de télévision, parce que la tendance qui se dessine aujourd'hui, c'est que sur les 52 matchs, si on ne fait pas attention, certains pays africains ne verront que les 32. On sera obligé donc d'aller, excusez-moi de la publicité, soit sur Canal Plus Horizon ou bien sur Bing Sport, qui ont beaucoup plus de moyens pour pouvoir regarder les matchs. L'autre problématique que j'ai du mal à comprendre, c'est que je ne peux pas... je me suis toujours posé cette question. Comment se fait-il que les droits de télévision de la CAN sont beaucoup plus chers pour les Africains que les droits de Coupe du Monde? La Coupe du Monde, vous mettez 600 millions pour obtenir l'ensemble des matchs pour un pays comme le Sénégal. Et pour la même, ce n'est même pas la même cooptation. La CAF, vous mettez 2 fois 1 milliard 200 000 francs de francs CFA, 200 millions de francs CFA pour regarder 52 matchs. Vous voyez donc la différence. Vous passez du simple au double. Maintenant, l'autre aspect, c'est la mobilité. Parce que pour couvrir une CAN, il faut des moyens. Malheureusement, pour cette année-ci, on y va en hiver. Parce que la CAN aussi, ça c'est un gros problème. Qu'on doit aider, pour moi, on doit se battre. Pas seulement, c'est pas seulement la CAF qui doit se battre, mais je pense que si on ne fait pas attention, on risque de tuer cette compétition-là. Parce que l'organiser au mois en hiver, ce n'est pas bon. Le meilleur temps, c'était juin-juillet pour le Maroc. Ça allait être une CAN époustouflante, très bon. Vous avez vu ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Le climat était adapté. Et la CAN, c'est sur le terrain et en dehors du terrain. Mais si vous êtes des Sahéliens comme moi, vous partez à une compétition, vous regardez votre match, vous vous habillez comme des Esquimaux, vous rentrez à la maison directement, c'est pour aller faire, vous n'allez pas sortir. Et la CAN, comme je l'ai dit encore, c'est sur la pelouse et en dehors de la pelouse. Il faut des podiums, les gens sortent pour se connaître, vous rencontrer. C'est un brassage culturel qui est là. Des Sénégalais, des Maliens, des Ivoiriens, des Européens, des Américains, des Asiatiques, pour qu'on puisse se croiser et se rencontrer. Mais fondamentalement, pour revenir sur la question des journalistes africains, il faut savoir organiser. Nous, ici au Sénégal, ce qu'on fait, chaque année, nous organisons ce qu'on appelle la maison de la presse. Je vous explique juste le modèle sénégalais. Nous l'avons commencé avec la Ndiatigia. Lui, il connaît, il est malien, en 2002. On réunit l'ensemble des journalistes sénégalais sportifs dans un seul hôtel. Chacun donne une contribution et l'État du Sénégal donne une contribution pour appuyer les journalistes sportifs. La Fédération sénégalaise de football donne aussi une contribution pour appuyer les journalistes sénégalais. Plus des sponsors que nous cherchons. Ce qui fait qu'on amoindrit le coût pour permettre à des journalistes qui travaillent dans les organes d'État, qui sont financièrement beaucoup plus puissants, on pourra les mettre dans les mêmes conditions que ceux qui sont dans le privé, qui n'ont pas forcément les moyens de leurs ambitions. Ce qui fait que la dernière CAN, on était 126 journalistes. Au Cameroun, on était 85 journalistes. Et cette année, il y a 175 journalistes sénégalais qui devraient être accrédités. Je vous donne juste l'exemple du modèle sénégalais. Et ça, si nous le réussissons, c'est parce que tout simplement, il y a une organisation. Et nous avons la chance, contrairement aux autres pays aussi, qu'il n'y a qu'une seule association. Il n'y a pas 10, il n'y a pas 4, il n'y a pas 3, il n'y a pas 2. C'est une seule. Écoutez, moi je crois qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Nous sommes dans cette situation depuis que nous avons mis le loup dans la bergerie en 2017. Vous pouvez dire ce que vous voulez à Issa Hayatou, tout ce que vous voulez. Moi le premier, je faisais partie des gens qui se disaient qu'il s'est momifié au pouvoir. Oui, il faut partir. Et depuis son départ, l'Afrique ne contrôle plus son agenda. C'est ça la vérité. Ça c'est les faits. Nous sommes des journalistes, c'est du factuel. C'est ça les faits. Il ne faut pas avoir peur du mot. Regardez bien le calendrier. Il a parlé de juin et juillet. Normalement, la CAN était prévue au mois de juin et juillet. C'était acté, d'accord, tout le monde. Mais il y a une guerre qui ne dit pas son nom entre la FIFA et l'UEFA. Gianni Infantino s'est levé un bon matin, il a amené sa Coupe du Monde de club. Coupe du Monde de club, regardez le nombre de clubs africains qui y participent. Epsilon, le Sénégal n'y prendra jamais part. Ça c'est clair. Le Mali, idem. Il y aura toujours des pays de l'Afrique septentrionale, plus l'Égypte, qui est un pays qui n'est pas un pays du Maghreb, dans une moindre mesure, les clubs de l'Afrique du Sud, qu'il s'agisse de Mamelodi Sundowns, de Kaizer Chiefs ou de Pirates.
On est d'accord. Donc, regardez après, quand il a tenu à sa date, qu'est-ce qui se passe? On ne bouscule pas l'UEFA, on ne bouscule pas la CONMEBOL, on ne bouscule pas la CONCACAF, on ne bouscule pas l'AFC, on ne bouscule pas l'AFC. C'est la CAF. Bouscule la CAF, on nous dit non, vous ne pouvez plus tenir votre CAF, votre CAN au mois de juin et juillet, basculez. Et on vous bascule. Et regardez, tout a été très bien réfléchi. Hein? 2 semaines seulement d'absence, ce n'est pas un mois. Tout a été savamment bien orchestré et nous, on n'a rien vu venir. Et la totale, c'est quoi? La totale, c'est que depuis que cette histoire-là s'est produite, que la CAF, la FIFA nous a dit, maintenant, retenez vos joueurs. Et c'était la même situation, si vous vous souvenez très bien, au Cameroun. La FIFA a dit encore au club employeur, retenez vos joueurs jusqu'au 3 janvier 2022. Le Sénégal avait un camp de regroupement à Kigali. On a tout annulé. On a débarqué à Bafoussam sans pour autant jouer le plus petit match amical. Jamais, depuis 2000, ça n'a plus existé au Sénégal. Et on a gobé. Et aujourd'hui, qui critique? À part les sélectionneurs nationaux, je n'ai pas entendu un seul président des 54 fédérations africaines critiquer. Pas un seul. Pire encore, au niveau africain, qui est-ce qui critique? On a comme l'impression maintenant, c'est les Philippe Doucier et autres, c'est-à-dire les Européens qui aiment l'Afrique, qui aiment le continent, les Franck Simon, dont vous avez interrogé tout à l'heure, ce sont ces gens-là qui défendent même le football africain. Et pendant ce temps encore, allons plus loin. Qu'est-ce que la CAF a dit? On leur a balancé une circulaire. Pas le plus petit mot de la CAF, du membre du comité exécutif. Pas un seul mot. Pire, allons encore plus loin. La CAF a choisi 6 représentants au niveau du conseil de la FIFA. Aucun d'entre eux, Moutis et Bouzkouzi. Personne ne parle. Eh bien, si personne ne parle, c'est que tout le monde a fini d'accepter la situation. Nous sommes des journalistes. Et c'est pourquoi j'ai dit cette bataille, elle n'est pas seulement la bataille de la CAF. C'est la bataille de la CAF. C'est la bataille de la presse sportive africaine. Et c'est la bataille fondamentalement des chefs d'État africains. Pourquoi je dis chefs d'État africains? Parce que quand il s'agit d'une élection de la FIFA, ce n'est pas mon président qui prend son choix. C'est Bassirou Diomaye Diakhar Faye, le président de la République du Sénégal, qui décide de pour qui il faut voter. Idem pour ton pays, idem pour le pays de Nadège, idem pour le pays de Boubacar. C'est le chef de l'État. Parce que quand le président Gianni Infantino vient prendre son bateau le Pérénin pour aller rencontrer les Africains pour qu'ils votent pour lui, ce n'est pas le président de la fédération qu'il cherche, il cherche le président de la République. Et c'est le président de la République qui donne le dictat. Vous êtes là que pour balancer l'enveloppe dans l'urne. Mais la décision, il vient du chef de l'État. Donc, on ne peut pas ne pas nous respecter. C'est un contingent de 54 États. On doit nous respecter. Et aujourd'hui, la CAF est en train de devenir le dindon de la farce. Ça, le holà, on doit le mettre. C'est pas sérieux. Il faut respecter les gens. Blatter, vous pouvez lui dire ce que vous voulez, mais il a respecté l'Afrique jusqu'à nous donner l'organisation d'une Coupe du Monde en 2010. Ayatou, dites-lui ce que vous voulez, mais personne ne lui marche dessus. Je l'ai toujours dénoncé, vous, ce que vous dites, ce qui est valable avec la Coupe du Monde dont vous dites tout à l'heure. Je n'ai jamais compris ça. La CONMEBOL, c'est 10. Avant qu'on change, la CONMEBOL, c'était 10. C'est pourquoi le Brésil a participé à l'ensemble des Coupes du Monde. Vous imaginez sur 10 places, sur 5 places possibles, sur 10, que le Brésil ne participe pas? Mais ce n'est pas possible. Nous, on est 54 États. Si l'Afrique avait 10 places, je suis sûr et certain, on aurait dû jouer la finale depuis très longtemps. Parce qu'on a rattrapé notre retard. En termes d'organisation, aujourd'hui, il y a beaucoup de pays africains, beaucoup de sélections africaines qui n'ont absolument plus rien à envier aux sélections occidentales ni latino-américaines. Absolument rien. Moi, je vais prendre le cas du Sénégal. Ce n'est pas du chauvinisme, ce n'est pas, je sais pas moi. Mais je dis qu'en termes d'organisation, l'équipe nationale du Sénégal est dans les standards mondiaux. À tout point de vue, l'État ne lésine pas sur les moyens. La fédération a accompli beaucoup de choses. Les joueurs sont toujours dans des hôtels 5 étoiles et toute une organisation top est là. Cette bataille, il fallait la mener, mais pour la mener, encore une fois, ils n'ont pas osé toucher au quota de l'Europe. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'ils ont augmenté le nombre. Et aujourd'hui, c'est un couteau en double tranchant. L'Afrique n'a organisé qu'une seule Coupe du Monde. C'était celle de 2010, grâce à Nelson Mandela. Et j'en suis sûr et certain, s'il ne savait pas cette personnalité-là, on ne l'aura pas. Blatter l'a donné à l'Afrique, mais il l'a donné particulièrement à Nelson Mandela. Donc nous sommes tous fiers. Mais aujourd'hui, une Coupe du Monde à 48, c'est qu'on ne va jamais l'organiser. Moi, mon pays là, plus le Mali, le Burkina Faso, même si on nous réunissait, nous tous là, on ne pourra pas l'organiser. C'est ça le problème.
On ne va pas l'organiser. C'est ça le problème. C'est-à-dire on va participer, on va avoir 10. On est content. Mais sauf qu'on ne pourra jamais l'organiser. Donc c'est un couteau à double tranchant. C'est ça. Pire encore, pour faire plaisir au Maroc. On organise une Coupe du Monde au Maroc. Vous vous rendez compte, ce n'est pas un seul continent. Ce n'est pas comme la Coupe du Monde américaine là. C'est deux continents, c'est l'Afrique et l'Europe. Le Maroc a demandé l'organisation de la Coupe du Monde à 32 pendant 6 fois. Moi, je suis convaincu que le Maroc pouvait l'organiser. Ils n'ont jamais voulu donner ça au Maroc. La seule fois qu'ils l'ont donné, encore une fois, je le répète, 2010, c'est Mandela. Une seule personne a posé sur la balance. Donc, il faut qu'on fasse attention. C'est pourquoi souvent, moi, je dis, c'est bien beau de critiquer. Mais battons-nous pour le développement du football africain. Il faut sensibiliser les autorités. Nous, au niveau de l'AIPS, moi, je n'écris pas des lettres pour m'attaquer à Dr Motsepe. Loin de là. On essaie juste d'alerter. Quand il y a eu des problèmes de calendrier, d'agenda et qu'on ne comprenait plus quand est-ce qu'on va jouer notre chat, quand on va jouer la carte, on a écrit une lettre. On l'a adressée à Motsepe. Mais notre souci, c'est de bien faire. On veut développer ce football africain-là. Encore une fois, Stéphane, je te le dis et je te le répète. La CAN, c'est la principale rentrée de fonds de la CAF. Ce n'est ni la Ligue des Champions, ni la Coupe de la Confédération, ni le CHAN, ni les petites catégories I20, I17. Tout ça, c'est absolument rien du tout. Et si on ne fait pas attention, la FIFA va donner beaucoup plus d'importance à la Coupe arabe. Aujourd'hui, on dit Coupe du Monde arabe. Moi, je l'ai dit, je le répète. Et imaginez qu'on organisait une Coupe du Monde des Noirs. Qu'est-ce qui va se passer? On va dire qu'on est raciste. Il y aura encore Coupe du Monde des Blancs, Coupe du Monde des Jaunes. Parce qu'il y a des jaunes. Il y a des Indiens qui sont considérés comme des rouges. Parce que là-bas, dans le Golfe, il y a beaucoup plus d'argent. On va aller chercher de l'argent. On est en train de quitter la raison d'être du football. On est en train de le tuer à la recherche de l'argent. C'est ça la problématique. C'est une question qu'on doit prendre à bras le corps. Ce n'est pas une histoire de la CAF seulement. C'est les journalistes sportifs, c'est les présidents, les chefs d'État, les gens qui ont droit au chapitre, des personnalités aujourd'hui de la trempe de Paul Kagame, qui sont écoutés, qui sont entendus et qui sont compris. Ce sont ces gens qu'il faut sensibiliser, qui comprennent les enjeux. Le sport, ce n'est plus qu'un jeu, c'est du soft power, comme on dit. Le Maroc fait du soft power. En 2022, 62 matchs ont été organisés sur le territoire marocain. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment les Maliens là, les Burkinabés aller voler chez nous? Non! Le Qatar a mis 222 milliards de dollars, je ne parle pas de CFA, 222 milliards de dollars pour organiser une Coupe du Monde. Pas pour la gagner. Ils n'ont même pas d'équipe pour le faire. Mais tout le monde parle du Qatar. Et depuis que le Qatar a organisé, l'Arabie Saoudite est devenue folle. Il faut qu'on comprenne l'importance du sport. Nous, journalistes africains, et qu'on sensibilise nos décideurs. Le sport, ce n'est pas qu'un jeu. C'est de l'économie. C'est énormément d'argent, c'est de la diplomatie. Il faut qu'on le comprenne. Il faut qu'on donne le sport une place de choix dans tous nos pays. Et cette bataille, encore une fois, je le dis, je le répète, ce n'est pas une bataille des Camerounais, c'est pas une bataille, c'est une bataille de toute l'Afrique. Ce n'est pas une bataille de la CAF, c'est une bataille de toute l'Afrique, des chefs d'État, des décideurs, des dirigeants, des autorités, de tout le monde. Bon, écoutez, je crois que quand même sur ce plan-là, les médias européens, les médias occidentaux, ils ont un autre regard aujourd'hui sur le football africain. Ça, il n'y a plus de problème, le regard, il a complètement changé. Tant plus que même dans le Ballon d'Or, Sadio Mané a terminé à la deuxième place. On n'a plus rien à envier à qui que ce soit sur ce plan-là. Ça me fait toujours plaisir de voir des jeunes africains, parce que je suis fondamentalement panafricain. Je l'ai dit déjà, peut-être c'est lié à mes ADN, de Malien de papa, Guinéen de la maman et Sénégalais de naissance. Ce qui fait que j'aime beaucoup quand je vois aussi des jeunes prendre des initiatives pareilles. C'est à féliciter. Je vous encourage. N'hésitez pas en cas de besoin. Et j'ose espérer que ça va faire tache d'huile sur le continent. Je me demande si les anglophones ne feraient pas la même chose, les arabophones et les lysophones. En tout cas, bon courage et bon voilà, j'espère que je n'ai pas dit des conneries entre guillemets quoi.